Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Trajectoire. J'ai la joie de vous présenter cette émission parce qu'ici nous retraçons l'histoire des grandes personnalités, aussi l'histoire de certaines structures de notre pays. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous M. Paul Kapita Shabani. C'est un Congolais qui a beaucoup milité pour ce pays. Vous allez bien comprendre ça dans son portrait. J'aimerais vous proposer ceci. Suivez. Né à Maïmounene dans son territoire d'origine Chikapa, un certain 20 novembre 1944, fils de Kapita Symphorien, encore en vie, et de Kalumba Mujinga Véronique, décédé un certain 7 septembre 2012. Monsieur Paul Kapita Shabangi, marié à Madame Marie-Jeanne Kongolo et père de 8 enfants. Pour sa petite histoire, Monsieur Paul Kapita est licencié en sciences économiques de l'ancienne université officielle du Congo à Lubumbashi, ancien fonctionnaire de l'État au ministère des Finances, ancien officier de l'armée pendant 5 ans, ancien député national, l'un des 13 commissaires du peuple, auteur de la lettre ouverte datée du 1er novembre 1980 adressée au président Mobutu sur la déchéance de l'État zaïrois, l'un des 13 fondateurs originaires de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, ancien ministre du commerce extérieur du gouvernement Tshisekedi I, Palais de Marbre en 1991, ancien ministre des petites et moyennes entreprises du gouvernement Tshisekedi issu de la CNCS en 1992, président des États généraux de l'opposition en 1996, ancien ministre de la fonction publique, du travail et de la prévoyance sociale du gouvernement Laurent Désiré Kabila de 1997 à 2000. Auteur des 2 ouvrages, à savoir Mon combat pour la démocratie de Mobutu à Laurent Désiré Kabila. Paul Kapita Shabangui, l'homme politique congolais, témoin de l'histoire politique du Congo de 1960 à 2000, revient au pays pour apporter sa pierre angulaire à la restauration de l'état de droit dans son pays d'origine. Bienvenue dans Trajectoire. Voilà, merci beaucoup. Ceci vous a permis de pouvoir comprendre qui je reçois aujourd'hui. C'est donc M. Paul Kapita Shabani, un citoyen congolais, militant, une figure emblématique, s'il faut le dire comme ça. Bonjour. Bonjour. Bon séjour à Kinshasa. Merci bien. Avec plaisir de pouvoir nous recevoir chez vous. Nous sommes très émus, nous sommes bien accueillis. Mais si nous parlez-nous un peu de votre passage en République démocratique du Congo, vous êtes parmi les témoins au killer de l'épanouissement de notre pays à l'époque des Zaïre. Comment vous vous sentez maintenant? Je reviens, je suis à mon 12e voyage depuis 2010, après avoir passé 10 ans d'affilée en Europe, bien malgré moi, mais je reviens dans mon terroir. Le reste de nos concitoyens d'autres pays africains, pour ne parler que des Noirs, quand ils venaient à Léopoldville ou en province du Congo, ils se croyaient en Europe. Les Allemands sont venus en 1959 à Léopoldville. Ils se promenaient à Kalina. Ils étaient émerveillés, si bien que certains de leurs compatriotes disaient que les Belges ont construit l'Europe dans leur colonie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison possible. Nous aimerions quand même savoir votre enfance. Comment vous avez passé votre enfance? Je suis né de 2 parents très pieux, instruits et éduqués, à Maïmounene, le 20 du 11, un samedi à 23h. Et ma venue au monde, j'ai appris des choses que j'ignorais à l'occasion de la célébration de 60 ans de mariage religieux de mes parents. Okay. C'est tout le monde, mes oncles maternels, mes oncles, qui témoignaient que ma venue au monde était un événement, dans la mesure où presque toutes les femmes de la mission se rendaient à mon chevet pour voir un bébé qui portait le nom du Père supérieur, Paul Achille, un wallon, Père supérieur à l'époque, voilà, qui justifie que ma naissance était un événement. Pourquoi? Je l'ai dit, le fait de porter l'identité du Père supérieur qui avait demandé à mon père que si maman mettait au monde un garçon, qu'il porte son identité, et si c'était une fille,
Elle devrait porter l'identité de la mère supérieure. Ok. Alors, comment, pendant votre jeune âge, vous avez eu à conserver ce mystère, en fait? J'ai toujours réagi, depuis mon enfance, c'est les témoignages de ceux qui m'ont connu, à l'injustice. Je n'ai pas attendu de devenir majeur pour le faire. J'ai toujours réagi parce que des questions telles que papa, pourquoi les blancs roulent carrosse et vous êtes dans les bureaux avec les parents, les blancs, mais vous déplacez à pied ou à vélo? Alors mon père m'a dit ceci: contente-toi de la gratuité de l'enseignement, du social équilibré. Les blancs sont nos chefs, ils colonisent notre pays, mais l'important, il y a la gratuité de l'enseignement, vous êtes bien soignés, vous mangez gratuitement avant d'aller en classe. L'option que vous avez eu à prendre pendant vos études supérieures, c'était votre choix ou c'était le choix de vos parents? En secondaire, c'était normal que je suive. J'ai fait l'école normale, mais j'ai interrompu une année puisqu'à l'époque on réquisitionnait ceux qui terminaient les humanités, faute d'enseignants, parce que les Belges venaient de rentrer en Belgique. Okay. Nous assurions un an de volontariat bien payé, et mensuellement bien payé. Et au bout de l'année, je vais m'inscrire à l'université officielle du Congo. À l'époque, nous faisions 2 candidatures en sciences sociales et politiques. Il y avait également le cours de l'économie politique. Mais pour la licence, mon choix était la sociologie. Okay. Mais c'est 2 mois plus tard qu'un de mes professeurs, qui semblait m'estimer beaucoup, m'intercepte. Il me dit: mais je ne te vois pas dans mes cours. Je dis: non, je suis en sociologie. Ah, donc tu es issu d'une famille bourgeoise. Je dis: pourquoi, professeur? Ah, parce qu'en sociologie, la licence, ça ne vaut rien en termes de revenus. Il faudra pousser jusqu'à la thèse de doctorat. Mais c'est autant d'années pour faire souffrir tes parents. Viens en économie, puisque là-bas, quand tu termines, tu es vite engagé, soit à la banque, soit dans une entreprise, soit à la caisse d'épargne. Il m'a détourné après avoir suivi 2 mois de licence en sociologie. Et je suis allé en économie, bien malgré moi. Mais je vais trouver que l'économie était aussi bonne que la sociologie. Mais sinon, ma vocation était de faire la sociologie. Et parlons de votre façon de voir les choses ou votre façon de briller à l'école. Est-ce que réellement vous étiez brillant ou soit vous vous débrouillez J'étais vous êtes brillant. débrouillé pas mal? J'étais brillant à l'école primaire jusqu'en 3e année primaire. La preuve, c'est qu'en première année primaire, j'étais premier de classe. L'abbé directeur Chibobo Léon, il n'est plus de ce monde, à son âme, il me mettait dans ses mains, dans une main, pour me porter comme ça, plein de cadeaux. Premier de classe. En 2e, parce qu'on a quitté là où j'étudiais, j'ai commencé à lire I, U, O, A, en Chiluba, à Kamonia. Okay. À Kamonia. Et en 2e année, je vais continuer à Saint-André. Et les bâtiments où nous étudions étaient destinés à l'enseignement primaire, mais dites-vous bien qu'aujourd'hui c'est l'université. Allez-y comprendre. Et là, c'était la fourmilière. Avant d'aller en classe, on avait le petit déjeuner, c'était le riz au lait, offert par la fourmilière. Et nous étions tous joufflus et bien portants. Et avant d'entrer en classe, on jouait, et le père directeur, qui avait les allures d'un ancien militaire, Joseph Yansens, il portait son sifflet, il regarde à sa montre, quand il se faisait 7h25, il souffle. Et là, personne ne pouvait plus bouger. Si vous étiez comme ça, vous restiez comme ça. C'était beau. Et après, il regarde, 3 minutes, il souffle. Nous sommes tous en rang comme des militaires. Et c'est depuis, on avait quel âge? En 2e primaire, comme des militaires. Ça veut dire que la discipline que nous avons s'est ajoutée à la bonne éducation reçue de nos parents. Et cette discipline continue dans la vie. Intéressant. Mais vous n'étiez pas aussi les seuls brillants à l'école. Il y avait la compétitivité. Oui. Est-ce que c'était facile pour vous de pouvoir dominer sur les autres par rapport à vos attentes? Non, j'étais très taciturne, très timide, parce que je m'identifiais à ma mère, que j'ai aimé tant, elle n'est plus de ce monde.
Je souligne un fait, jusqu'à la fin de mes études secondaires, je n'acceptais pas de me couvrir de draps si ce n'est le pain de ma mère. C'est vrai. Très brillant de la gardienne jusqu'en premier trimestre. Le second, troisième, puisqu'à Chikapa, en Saint-André, on apprenait en français, alors que là d'où je venais, on apprenait en Chiluba. Là, je vais être le 18e pour la première fois. Mais en troisième primaire, je vais reprendre mes capacités. J'étais troisième, des cadeaux. Et en quatrième, au premier trimestre, au terme du premier trimestre, mon père démissionne de la fourmilière et nous fait inscrire à Saint-Joseph, à Kele, Chikapeta. Et là, on devait quitter notre village à 17 km à vélo pour venir étudier. Ça a eu des conséquences néfastes. Je vais être 18e ou 20e, parce que les conditions avaient plus que changé. Et en 5e année, n'en parlons pas, je ne sais même pas si j'étais classé. Alors mon père va, sous notre pression, quitter notre village pour aller à Kamoucha. Est-ce que la situation sociale peut interrompre la capacité intellectuelle de quelqu'un, selon vous? Oui, parce qu'on quittait la maison, à 1 kilomètre, on était à l'école. On avait le petit déjeuner, le riz au lait. Mais là où il va nous faire inscrire, c'était une école pour les enfants des parents qui n'étaient pas engagés à la fourmilière. Ce qu'on appelait, faute de compréhension, indigène. Pour nous, indigènes, c'est les parents qui n'avaient pas étudié. Or, indigène, c'est l'autochtone. Et là, les conditions n'étaient pas les mêmes. Quand les conditions sociales sont mauvaises, ça a un impact sur le psychique, oui. Parlons de l'université, avant quand même d'entrer dans vos fonctions que vous avez entreprendre dans ce pays, la République démocratique du Congo. Ça a été facile pour vous, l'université? En première candidature, je me suis posé la question de savoir comment j'avais réussi. Mais j'étais reçu. Or, je ne m'y attendais pas. Alors, avec cet orgueil, à la limite de la vantardise, en deuxième candidature, pour la première fois dans ma vie, je vais être ajourné. Je vais pleurer toute la nuit. Puisque quelqu'un qui n'a jamais échoué, quand il échoue une fois, il risque de passer. Alors j'en profite pour conseiller aux jeunes gens que quand un échec, vous avez un échec, ne vous croyez pas perdu. Ça vous permet de repartir sur de bonnes bases. S'ils ont de bons modèles. Oui. J'avais pleuré toute la nuit. Et je me suis dit, plus jamais je vais être ajourné. Ça m'a permis de me revoir un peu, refaire mon parcours. Je vais être proclamé. Et en première licence, je vais être proclamé, reçu. Et en deuxième licence, reçu, dont ma décision avait produit des effets. Et j'ai terminé le 14 juillet 1971. Notre proclamation avait été entourée d'une solennité inouïe à Lubumbashi. Donc les études étaient valorisées par le gouvernement et l'État. Tout de la crème locale, blanc comme congolais, blanc comme noir, toutes les entreprises, les PDG, avaient assisté à notre proclamation. On peut savoir quelles sont en fait des relations que vous avez eu à entretenir avec les anciens étudiants des Cassapar? Après avoir terminé, je m'engage aux finances une année. J'ai envié de devenir militaire depuis mon enfance. Alors, le département de la défense nationale lance un communiqué selon lequel elle cherchait à étoffer ses services administratifs des cadres universitaires à l'instar de l'auditorat militaire. Je vais sauter sur l'occasion. Nous allons nous présenter à la défense au nombre de 24 et ça nous communique les conditions de formation pendant la période probatoire. On appelle ça formation militaire de base. Vous êtes des recrues. Alors les conditions vont apeurer. Nous avions 24, nous sommes revenus à 8, donc 16, je crois. 16, nous présentons pour recevoir les tenues militaires, prendre les avions qu'on appelait à l'époque Libumundund et aller à Kitona. Nous retrouvons à 8. Et nous sommes partis à 8 à Kitona. Lorsque l'avion a atterri, nous avions nos sacs
nous attendions à ce qu'on nous amène la passerelle. Non, il fallait sauter. Tout civil que nous étions encore, il fallait sauter avec ce sac pour quitter l'aéroport. On va quand même savoir qui était votre modèle avant d'entamer d'autres branches de votre vie. Mon premier modèle, c'est Abbé Bacol Martin, qui va devenir archevêque. J'aimais sa façon de marcher et de parler. Il était comme un militaire. Je viens de souligner que j'enviais de m'enrôler à l'armée depuis mon enfance. Et le deuxième modèle, c'est le professeur Ngom Ferdinand. Et le troisième modèle, de tout le temps, c'est le cardinal Maloula. Le professeur. Oui, le professeur Ngom Ferdinand, sa particularité, c'était un Congolais très fier de l'être. Il était le seul professeur en sciences sociales parmi les Blancs. Il n'avait aucun complexe. Et quand il donnait son cours, tous les collègues étaient contents. Okay. Quand c'est lui qui devait rentrer dans la salle, c'était un sourire. Puisque son cours, il fallait être en dessous de la moyenne pour ne pas le comprendre. Et chez le cardinal Maloula, c'était quoi? Maloula, j'aimais d'abord sa démarche. Toujours la démarche? Oui, ça vous inspirait quoi, la démarche? Non, pour moi, la démarche de quelqu'un définit sa personnalité. Très bien. Maloula avait une diction, oh là là, quelle bonne diction. Maloula, quand il parlait, il articulait très parfaitement chaque mot. Et il avait un charisme hors pair. Et notez que c'est lui, l'auteur de l'article qui avait fait trembler tous les bergers à l'époque. Et comme prêtre, il va dire au père de l'indépendance, moi je suis prêtre, je ne peux pas signer. Signez ça. Et ils ont signé. C'est cet article-là qui a conduit les Congolais à la réclamation de l'indépendance. Vous avez eu à assumer beaucoup de fonctions dans notre pays, à l'époque du Zaïre. Est-ce que c'était facile votre adhésion, par exemple, dans un ministère? Comment c'était fait et quels en sont les critères? D'abord, quand je suis arrivé ici pour chercher du travail, je visais la Banque nationale, la présidence ou le portefeuille. Je voyais mal l'administration publique parce que je me disais, j'ai été dans le bus pendant mes études universitaires, maintenant je dois postuler là où, une semaine ou 2 semaines après, j'ai une voiture de service. Donc c'est pourquoi je visais la Banque nationale, le portefeuille ou la présidence. Alors, par rapport à votre passage dans des ministères, dans de hauts fonctions, à l'époque du Zaïre, mais sinon, qu'est-ce que vous n'avez pas eu à faire, que vous pensez peut-être donner l'initiative à d'autres personnes de le faire? Aux finances, là. Ouais. Non, j'estime m'être acquitté de ma tâche, parce que quand j'ai quitté, à la grande surprise de tout le monde, il y a notamment Malouta Dey, qui était l'inspecteur général, c'était la crème du budget des finances, qui était dans tous ces états, en apprenant après coup que je venais de quitter le ministère des Finances, après avoir été déjà nommé chef de bureau par l'ordonnance présidentielle, et pour l'armée. Vous avez formé aussi des jeunes? Non, non, non. Et nous, bien sûr, on a eu la formation militaire de base. Nous avons eu la formation de fantassins, pas celle d'officier. Mais le grade d'officier nous était reconnu par équivalence de notre niveau d'études. Parce que le but poursuivi était d'étoffer les services administratifs de l'armée, des cadres compétents universitaires ou des brevetés d'administration militaire, les BAM. Et il y en avait trop peu, et nous allons boucher les trous. Très bien. L'histoire est facile de relater, mais les difficultés, est-ce qu'on peut partager sur ça? Oui, les difficultés, ma vie n'est jonchée que des difficultés. Et je me complais dans les situations difficiles. C'est ça qui fait ma personnalité, et même ma personne. À la Défense nationale, je viens de souligner que j'avais déjà été nommé chef de bureau par ordonnance présidentielle. C'est l'équivalent de major à l'armée. Parce que nos condisciples juristes, quand ils venaient à l'armée, avant lui, ils avaient le grade de major, alors qu'on leur apprenait seulement à marcher comme soldats. Mais nous qui avions
reçu et mis sur du lot. Avant lui, Là. c'est qui? Parce que le téléspectateur ne connaît pas. Avant le colonel Yamba Chintu. Ok, que je salue à passant. Voilà. Ok, je le suis religieusement. Lui, eux, ils ont eu la formation militaire de base comme nous. Ok. Nous, on se disait, mais les juristes, avant lui, n'apprenaient qu'à marcher, mais on leur reconnaît l'équivalent de grade. Et pourquoi pas nous? Je vais adresser à 2 reprises ma requête, conformément aux dispositions statutaires, sans suite. Or, selon les statuts, positive ou négative, il faut réserver la suite à une requête. Alors, je vais arrêter une stratégie d'intéresser le plus haut gradé de l'armée, tant à la justice qu'à l'administration de la défense nationale, pour les sensibiliser à ma situation. Et je vais entraîner un condisciple du nom de Bwamba Walilonde, qui avait le même grade que moi. Je vais lui dire, non, nous devons jouir de nos droits. Ce n'est pas une faveur. Et je vais adresser une 3e requête. Cette fois-ci, je vais agir contre les dispositions statutaires de l'armée, advienne que pourra. J'en étais conscient. Je vais me comporter comme un civil, en éparpillant ma requête à la présidence de la République, au bureau politique, au conseil législatif, à l'auditeur général. Qu'est-ce qui faisait votre détermination? Je suis comme ça. Je suis d'abord têtu. J'ai souligné que j'étais très taciturne. Peut-être qu'en étant taciturne dans mon enfance, j'ai emmagasiné beaucoup d'énergie que je dispense maintenant par pour ne plus être aussi têtu qu'avant. Alors, je vais surprendre mon chef direct, qui était colonel, et qui avançait en grade tous les ans, parce qu'il était le chouchou de Molongia, qui était général à l'époque. Alors, je vais imaginer, mais quand est-ce que je vais lancer ma 3e requête? Et je voyais comment les mutations se passaient à l'armée. Je m'entendais très très bien avec le capitaine général, le général Bumba Mosso. Très bien. Il m'aimait beaucoup. Alors, j'ai attendu le moment que le président Mobutu va lui confier la plénitude du pouvoir à l'armée. Donc, il devenait l'équivalent Jean Molongia. Et c'est là que j'ai lâché ma bombe, étant donné que mon chef direct, qui était le coqueluche Jean Molongia, ne saluait même pas Jean Bumba. Et l'opportunité m'était offerte, comme le Jean Bumba venait d'être au-dessus de Molongia, pour lâcher ma requête. Je l'ai lâché. Mon chef direct a cherché à rencontrer Jean Bumba, il n'a pas reçu. Il était question que je sois condamné à 5 ans en dolo. C'est ce qui était possible, mais j'avais bien joué pour arrêter toute cette folie-là injustifiée. Expliquez-nous en fait l'occasion de cette photo, par exemple, où vous étiez avec Mobutu. C'est à l'occasion du gouvernement dit du palais de marbre. Ce gouvernement, c'était l'affaire 3 jours. Et normalement, on prêtait le serment, mais nous, on avait exigé qu'au lieu de prêter le serment en levant la main en haut, mais devant le marshal Mobutu, qu'on signe seulement le document. Le texte était négocié. Qui faisait la navette entre nous et la présidence? Birimba, personnel. Et le texte était convenu. Ben, nous nous présentons au palais de marbre pour prêter le serment. Et c'est le chef du gouvernement qui devait commencer par signer. Et Etienne Tshisekedi lit le texte. Il s'aperçoit que ce n'était pas cela qui était négocié. C'est ainsi qu'il va se permettre de biffer publiquement la mention qui avait été contestée, qui était querellée par nous. Et après avoir biffé, il a signé. Ainsi, nous tous, à tour de rôle, on a signé. Le chef de protocole, c'était un monsieur très stylé, très stylé. J'apprends qu'il est dans sa région en train de faire les plantations. Il était vraiment compétent en la matière. Il va nous inviter à aller prendre un verre de circonstance. Alors M. Tshisekedi dit, mais on nous invite à prendre un verre de circonstance. Le président Mobutu était à côté de lui, mais on sait qui? Il dit, pardon? On sait qui? Le protocole d'État.
Parce que le président Mobutu s'attendait à ce que M. Tshisekedi dise non, le marché le protocole d'État. Et il a souri jaune. Et nous sommes allés, on a repris nos fonctions, on a commencé à exercer nos fonctions. Les congélateurs étaient vidés parce que les gens sont venus festoyer pour nous entendre dire au bout du 3e jour que le gouvernement était révoqué. Et là, on va créer une fonction qui n'existait pas, le porte-parole de la présidence, ce maître Kisimbangoy, qui va décréter l'illégitimité de ce gouvernement-là et sa révocation. Je vous fais grâce des souffrances que nous avons endurées, mais c'est un parcours. Très bien, c'est une trajectoire. Alors, n'oubliez pas, fidèles téléspectateurs, que notre invité, il fait partie des 13 parlementaires de l'histoire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, qui avait fêté ses 37e anniversaire. Voilà, c'était le 15 février dernier. Alors, vous êtes parmi les témoins oculaires de cette histoire. Est-ce qu'on peut en savoir plus au travers vous? Je suis parmi les 13 fondateurs de l'UDPS qui avaient préalablement rédigé un document de 52 pages, comme dite la lettre ouverte adressée au président Mobutu sur la déchéance de l'État. Dans cette lettre, on demandait au président Mobutu, je n'ai pas les 10 points qui résument le contenu de la lettre, mais les 10 points résument tout. En un mot, on exigeait la restauration de l'État, l'orthodoxie dans la gestion des finances et la justice. Est-ce qu'on peut résumer avec vous, si on vous demandait de résumer votre combat de l'UDPS par rapport à ces lettres de 52 pages? Quelle est votre analyse après 37 ans? Oui, 37 ans après, la situation va de mal en pis. Ok, merci beaucoup. Alors, on signale aussi que vous êtes écrivain, vous avez écrit des livres. Est-ce que vous pouvez expliciter cela au vu des téléspectateurs? Oui, des livres. Le premier était écrit dans les conditions les plus précaires, intitulé « Mon combat pour la démocratie de Mobutu à Kabila ». Il a été édité dans une des universités flamandes d'Anvers. Je n'ai même pas un seul exemplaire. Tout a été pris. Ça, c'était en 2002. Le second, c'était en 2000, je crois, 2007 ou 2008, intitulé Mon identité, bien sûr, l'homme politique congolais est témoin de l'histoire politique de son pays de 1960 à 2000. J'envisage de faire une édition augmentée dès que les moyens me permettent. Voilà, pour terminer avec vous, un conseil à la jeunesse congolaise qui vous suive. Jeunesse, vous êtes la sève de la nation. Vous êtes les futurs dirigeants. Assumez-vous en accompagnant les vrais hommes politiques. Ne vous faites pas prostituer par des gestes de corruption qui vous détruisent parce que vous aspirez à devenir des élites, des modèles. Que faut-il entendre par intellectuel? Que faut-il entendre par élite? On n'est pas nécessairement intellectuel en obtenant une licence ou en rédigeant un thèse de doctorat. Non, on est intellectuel lorsque on se comporte de manière à dégager des valeurs morales servant de modèle pour la jeunesse montante. Si tel n'est pas le cas, vous n'êtes qu'un simple mercenaire comparable aux autres bandits en dépit de votre titre académique. Élite, leader, voilà, servez de modèle. Un intellectuel produit, laisse de modèle. Nous, on disait, je viens de vous dire, je voulais imiter Bacol Martin, l'archevêque, simple abbé. Je voulais imiter Lumumba, je voulais imiter le cardinal Malula, je voulais imiter Ferdinand Ngoma. Voilà l'élite. Et le cardinal Malula n'a pas été à l'université, mais le professeur Vondo l'avait souligné. Il faisait complexe aux universitaires. Pourquoi? Par le simple fait que son comportement dégageait des valeurs morales qui servaient de modèle et même sa façon de marcher. J'ai reçu une partie que j'ai parcourue, mais je dois encore apporter ma contribution, puisque je m'estime utile à apporter un plus
au développement de ce pays. Alors, fidèles téléspectateurs, nous avons fait des recherches pour trouver pour vous M. Paul Kapita Shabani, qui est en République démocratique du Congo en séjour, bien sûr. Il va répondre bientôt Kinshasa pour donner son expertise, parce qu'il s'est dit jeune dans l'esprit, parce que la jeunesse, ce n'est pas ce que nous voyons, la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Alors, c'est par ici que nous mettons un terme à notre discussion. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à la grande équipe de cette émission. Je vous aime. Au revoir.